La norme communicative. C'est la norme la plus large. Elle est représentée par un mode d'expression accessible aux interlocuteurs. C'est donc la perception adéquate du discours en communication qui sert ici de critère. L'obéissance à cette norme est une condition obligatoire de toute communication. Sa violation doit être considérée comme une anomalie entraînant la perte de la fonction essentielle du langage. Tout élément linguistique et tout mode d'expression transgressant une des normes précédemment examinées, néologisme, archaïsme, phrases grammaticalement incorrectes, etc., doivent être qualifiés de normatifs et normaux par rapport à la norme communicative à condition d'être opératoires. La phrase « John s'est fait nationaliser français » transgresse la norme de la langue et la norme littéraire au niveau des éléments lexicaux. Pourtant, cet énoncé est intelligible à tout le monde. Cela veut dire qu'il est conforme à la norme communicative qui est moins contraignante que la norme de la langue, imposant moins de restrictions au choix et à l'emploi des moyens d'expression. Un autre exemple, tiré du même ouvrage de Robert Martin, présente une incorrection syntaxique évidente. Le vert signale la libre voie indique, au lieu de le signal vert indique la voie libre. Dans certaines circonstances, cette phrase pourrait être comprise et serait alors conforme à la norme communicative, par exemple en parodiant la poésie. Robert Martin est tout à fait affirmatif là-dessus. Cet énoncé reste parfaitement décodable, écrit-il, c'est-à-dire susceptible de recevoir une valeur de vérité. Il existe un phénomène qu'on associe parfois à l'anomalie linguistique parce qu'il présente quelques traits communs avec celle-ci. C'est l'ambiguïté qui a été objet de nombreuses recherches en sémantique et en linguistique. La plupart des énoncés considérés comme ambigus ne violent pas la norme communicative, car le contexte ou bien la situation peut généralement résoudre leur polyvalence. Il y a les savants qui remarquent à ce sujet que des énoncés pareils sont plutôt comiques qu'ambigus. Citons quelques exemples de ce type. Le colonel X a été trouvé pendu par sa femme. Vend tricycle pour infirme en bon état. Il a menacé à plusieurs reprises de la tuer, soit par téléphone, soit par lettre. Coiffeur pour dame de grande réputation. Citons encore un exemple de ce type. Monsieur, Paul est tombé hier soir de bicyclette. Il a eu le front vert et le pantalon déchiré. Le docteur l'a recousu et je vous le renverrai quand il sera repassé. Mes respects. Ce sont des exemples de l'échec communicatif quand le sujet parlant n'arrive pas à exprimer son idée et finalement son exposé des faits ne remplit pas vraiment la fonction communicative recherchée. Certes, il fait rire, mais ce n'était évidemment pas l'effet recherché. La conclusion. La catégorie de la norme stylistique est très importante pour le fonctionnement discursif. Dans la réalité langagière, les sujets parlants sont capables de recourir à des formes de l'expression consacrées par l'usage, rompant avec la norme littéraire. La violation de la norme stylistique dans des situations formelles peut mener à des échecs communicatifs. Il importe avant tout de veiller au caractère adéquat de l'énoncé par rapport à la situation. Ainsi, une communication officielle ou académique obéit à beaucoup de contraintes linguistiques, alors que la communication dans l'intimité peut obtenir un caractère relâché, libre de contraintes. Maintenant, la valeur stylistique. Valeur stylistique et signification lexicale, structure générale de la signification lexicale. Nous avons déjà évoqué le problème de la fonction stylistique en lien avec la production des effets du style. L'analyse de ce phénomène au niveau lexical nécessite un examen détaillé de la notion de signification lexicale. La signification lexicale d'un mot employé au niveau de la parole représente une unité complexe. Pour déceler
ces composants, on peut diviser l'information qu'ils comportent en deux composants fondamentaux, information objective et information subjective. L'information objective ou dénotative n'est pas directement liée à l'acte de communication. De règle générale, la partie dénotative de la signification est plus simple à étudier du moment qu'elle est liée à l'existence d'un objet ou d'un phénomène réel. Par contre, l'information subjective ou pragmatique dépend des circonstances du discours et de l'intention communicative des interlocuteurs. L'information objective se réfère avant tout à la réalité extralinguistique. L'information subjective est relative aux circonstances de la production du discours et à ses aspects émotionnels, expressifs, associatifs et appréciatifs. La partie pragmatique se rattache à la sphère cognitive. Elle est liée à tout un ensemble de problèmes appartenant à la sphère de la subjectivité. Ce sont des aspects psychologiques, culturels, idéologiques, etc. Tout en désignant des objets, des phénomènes et des événements, le mot traduit une attitude subjective envers la réalité dénotée. Cette attitude a toujours un caractère appréciatif. En principe, on pourrait dégager les composantes suivantes de la signification lexicale. Composante catégorielle qui indique le caractère générique du mot, par exemple table, meuble. Composante identificatrice, meuble qui sert à prendre les repas. Composante particulière, virtuelle, table de bois, en métal, renaissance. Composante axiologique, une belle table. Les trois premières composantes se rattachent à l'aspect dénotatif, rationnel, alors que la dernière composante fait partie du contenu connotatif. La composante axiologique apparaît sous deux aspects, rationnel et affectif. L'appréciation rationnelle est étroitement liée avec la composante particulière. Par exemple, une grande table, appréciation de la taille, des dimensions de l'objet. Quant à l'aspect affectif, il laisse paraître l'attitude subjective du sujet parlant. Par exemple, une très belle table, une table moche, attitude subjective du sujet parlant.